Bonjour, je me présente, Frédéric Vézina. Je suis la coordonnatrice des communications et marketing chez K2. Et aujourd'hui, nous allons avoir un webinaire avec la ville de Shawinigan. Nous avons Sandrine Hémonin. Dans le fond, on pourrait se passer de sa présentation. De ce que je peux comprendre, elle est quand même connue. Depuis 15 ans, elle est géomaticienne à la ville de Shawinigan. Alors, Sandrine, je te laisse un peu plus te présenter. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je pense que tu as bien fait ça, Frédéric. On va se passer de la présentation, puis on va pouvoir commencer directement. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Bon, allons-y. Merci à tous et à toutes de nous accompagner aujourd'hui dans notre présentation. En fait, c'est ça, on s'est rendu compte que Shawinigan et GMAP, c'est une histoire qui dure depuis 20 ans maintenant, hein. Donc, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on est rendu enfin à l'âge de la maturité? Et si oui, comment aujourd'hui nous nous en allons vers une version 2.0 de notre GMAP? On va vous faire une histoire courte. Je vais passer sur l'histoire de Shawinigan et ses chiffres. Wikipédia va pouvoir vous donner l'information si vous voulez en savoir plus. Comme je vous disais, 20 ans d'utilisation de Gmail. On est rendu à plus que 800 couches d'informations dans le logiciel, 650 usagers nommés, autant des gens col bleu, col blanc, des personnes de l'externe également. Et on compte environ en moyenne 200 000 connexions à notre Gmap par an, en constante évolution depuis les 10 dernières années. Euh, Notre organigramme à Shawinigan, on a comme 3 niveaux d'utilisation. On a ce qu'on appelle nos meilleurs clients, donc sûrement comme beaucoup de municipalités, l'aménagement du territoire, l'ingénierie, les travaux publics. On a ceux qu'on appelle les pourraient mieux faire, ce qui pour faire mieux. Donc c'est la plupart des autres services. Puis on a pour rire, j'ai appelé ça ne connaît pas. Donc, ils le connaissent, mais ils ne l'utilisent pas dans leur quotidien. On parle malheureusement plus du conseil municipal, direction générale, capital humain, ressources humaines, c'est un peu plus compréhensible. Puis nos technologies de l'information, aux autres pourraient mieux faire également chez nous. On va s'arrêter quelques instants pour parler de technologie. Ça peut intéresser du monde. Nous sommes à la ville de Shawinigan. Tout ce qui est les données géolocalisées, nous avons ArcGIS Enterprise avec une base de données PostgreSQL pour tout ce qui est nos données de référence. Puis, pour des demandes plus ponctuelles ou des données qui sont amenées à évoluer, on est encore pour beaucoup en shapefile. C'est beaucoup plus simple pour nous à utiliser. Puis, du moment où on parle de lier des attributs externes dans Gmap, on est encore dans du shapefile également. On a également des logiciels externes qui sont liés à Gmap pour tout ce qui est données attributaires. Ça nous permet, nous, à la géomatique, de ne pas être les gestionnaires de ces données-là. On parle d'accessibilité territoire. Beaucoup d'entre vous connaissent sûrement. On l'utilise pour faire le lien avec les matricules, puis aussi tout ce qui est localisation des permis, des requêtes. On voit ici l'accessibilité territoire, les requêtes qui sont gérées dans Accessibilité. Puis ce qu'on fait, grâce aux outils de FME, on est capable d'automatiser des traitements pour être capable d'afficher directement dans Gmap les requêtes en cours avec les différentes natures. C'est sûr qu'il y a place à l'amélioration. On aimerait ça pouvoir regrouper les natures entre elles, mais ça, il faut toujours discuter avec les services et c'est toujours très long pour nous. En attendant, visuellement parlant, ils sont capables de voir où sont leurs requêtes. Et tant qu'à se déplacer quelque part, ben, autant être rentable dans le temps et pouvoir faire plusieurs requêtes à la fois. Également, comme logiciel, on va avoir GitTI, qui est excusez-moi, notre logiciel de gestion des actifs et des maintenances, qui permet, via les fiches techniques, de gérer toute l'information relative à des équipements tels que les bornes fontaines, les glissières de sécurité. Ça signifie que les travaux publics rentrent leurs données dans les fiches techniques, comme on le voit ici, puis ça se met à jour directement dans Gmap. Donc, nous, on fait juste en premier, dans l'admin, paramétrer les attributs externes grâce à des requêtes SQL qui permettent de faire le lien entre la base de données de GitTI et notre position géométrique. Puis ensuite, dans Gmap, on est capable d'avoir l'information qui est mise à jour quotidiennement par les travaux publics. Puis, grâce à ça, les thématiques peuvent changer. Une bande fontaine tombant hors service, on est capable de le voir dans Gmap sans aucune intervention de la géométrie.
Euh, Également, on a plusieurs extensions dans le GMAP. Je ne passerai pas là-dessus, mais c'est plus pour vous faire un portrait global de comment on fonctionne à Shawinigan. Signalex pour la gestion de notre signalisation routière, le tracking pour tout ce qui est la position GPS, tant de nos véhicules de déneigement à nous, municipaux, que depuis quelques années, également les véhicules de nos contracteurs. Summum pour les appels aux citoyens grâce à la sélection des matricules dans GMAP, puis Isogeo dernièrement pour le catalogage de nos données ainsi que les fiches de métadonnées qui ressemblent à ceci. Les fiches, de plus en plus, on essaye de rentrer de l'information sur nos données pour être en mesure de les cataloguer et d'avoir une meilleure connaissance de celles-ci qui sont visibles via GMAP. Donc, pour nos usagers, ils sont capables de savoir quand est-ce que la donnée a été mise à jour et qui est le responsable. Côté organisation, on est deux administratrices ici à la ville. Nos usagers se connectent directement en LDAP, donc on n'a pas à gérer les mots de passe ou nom d'utilisateur. On a également 3 projets qu'on appelle PRO pour l'interne, qui sont nos projets majeurs. Le premier, qu'on appelle le projet Shawinigan, qui est là depuis le début, on dit qu'il est pour tous. La plupart de nos usagers sont sur ce projet-là. On le voit, l'affichage est assez neutre, un fond neutre, puis ensuite les gens vont cocher ce dont ils ont besoin ce qu'ils ont besoin de visualiser. Puis c'est la base pour tous nos autres projets. Depuis que GMAP a intégré la référence et la duplication de ces couches, on se base sur ce projet-là pour les autres projets. On a également le projet de permis. Alors attention à vos yeux, j'espère que vous êtes bien réveillés. Lui, quand il allume, le besoin pour l'aménagement du territoire et les inspecteurs, c'est d'avoir toute la donnée réglementaire visuellement, pour prendre des décisions éclairées et ne pas avoir à aller cocher des couches et des couches. C'est lié au gestionnaire municipal pour une ouverture directe associée au matricule et à l'adresse. Et le dernier projet incendie, comme son nom l'indique, destiné aux incendies, à la sécurité civile. Lui, il a plus des couches assez spécifiques qui ne touchent pas vraiment les autres services de la municipalité, donc ils sont un peu à part. On a également plusieurs projets web, principalement pour l'externe. Donc là, on en a 2 sortes. Sans mot de passe, c'est notre GMAP web accessible aux citoyens. Là, il va retrouver des données qu'on appelle non sensibles, les parcs, les adresses, l'évaluation municipale. Et on en a plusieurs autres qui sont avec mot de passe. Donc là, c'est des accès qui sont réservés soit à nos utilisateurs à l'interne, comme les cols bleus, s'ils ont à se déplacer sur le terrain, ou nos arpenteurs, ou l'arpenteur externe, ou des consultants en ingénierie ou autres, qui ont besoin de consulter des données sensibles. Donc, données sensibles, réseaux souterrains, des études, des évaluations de chaussées ou autres. C'est notre organisation. Puis en 2024, 20 ans plus tard, nous restons positifs. Grâce à ces quelques remarques qu'on peut avoir, comme je vous disais, le nombre de connexions ne cesse d'augmenter, ce qui fait qu'on a de plus en plus d'utilisateurs, puis ça reste de quoi d'utile. À Shawinigan, souvent, à la ville, on ne parle pas de géomatique, on parle de GMAP. La plupart pensent que notre vie tourne autour de GMAP, ce qui est vrai en partie, évidemment, mais pas totalement. On fait bien d'autres choses aussi, mais GMAP égale géomatique à Shawinigan. Puis, depuis peu, on considère aussi GMAP comme un outil indispensable pour les mesures d'urgence, ce qui n'était pas le cas jusqu'à récemment. Sauf que, je pense qu'on avait peut-être entendu parler, la tempête Debby du mois d'août dernier a fait quelques ravages ici à Shawinigan, plusieurs coupures de route, de pertes de ponceaux qui font que la géomatique a été appliquée pour une des premières fois, en fait, dans ce cadre-là. On a été présent tout au long du comité des mesures d'urgence pour faire face à ces aléas climatiques. À chaque fois qu'un communiqué de presse était édité par le service des communications, la carte des routes barrées ou accessibles était mise à jour 1 ou 2 fois par jour selon le nombre de communiqués qui étaient émis. Puis également, GMAP a été mis à jour en temps réel. Donc ça, c'est 3 choses qui se sont déroulées durant le week-end d'août et qui fait qu'aujourd'hui, ça perdure dans le temps et notre implication au niveau des mesures d'urgence va être de plus en plus grand et le rôle de GMAP également. On le voit, on a créé une section pluie diluvienne du 9 août avec des données qui évoluaient, soit où est-ce qu'on avait des ponceaux endommagés
Au début, ils sont tous endommagés, sauf qu'au cours du temps, ça évolue. On en a qui sont toujours endommagés, réparés. Pareil pour les routes. Tout était coupé au début, mais progressivement, elles roulent. Il faut le savoir. Donc, c'est toutes des informations qui se sont créées, bonifiées, améliorées au cours des jours qui ont suivi la tempête. Cependant, on le vit, sûrement que c'est pareil pour vous. Il nous reste plusieurs problèmes à surmonter, même 20 ans plus tard. Des fois, on a l'impression toujours un peu de revenir en arrière, mais je suppose que c'est pareil pour tout le monde. Euh, on a trop de projets. Tantôt, je vous parlais des 3 projets qu'on avait en cours. C'est pour travailler de manière transversale entre les services, ça devient très compliqué. On a également perdu un peu le contrôle dans la gestion des permissions. Qui a le droit de voir quoi? Ça devient compliqué, surtout avec les mouvements de personnel. C'est difficile pour nous. Il y a également une volonté de la part de la direction et à l'interne en général d'ouvrir toutes les données. On n'est plus comme il y a 20 ans où c'est mes données, je ne veux pas qu'un tel ou un tel les voit. On n'est plus dans cet état d'esprit-là en 2024. Puis également, la dénomination de nos couches est à revoir. Au bout de 20 ans, on a également perdu un peu le contrôle de la façon dont on les nommait ou on les organisait. Donc ça, c'est les 4 problèmes qu'on a à régler en ce moment avec la fameuse version 2.0 dont on vous parlait. Le problème des données, on en revient à travail transversal impossible. C'est ça, selon les projets, nos couches sont différentes. Donc souvent, nos usagers disent oui, mais un tel ou telle couche de données que moi, je ne vois pas. Effectivement, vous ne travaillez pas dans le même projet. Les contextes que les usagers sont habitués de faire, de fabriquer, désormais, ils se les partagent entre eux, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc là, pareil, je travaille dans le projet Shawinigan, je voudrais le partager à quelqu'un qui travaille dans le projet permis, je ne peux pas, c'est compliqué. Puis, au final, on se rend compte qu'en discutant avec les usagers, les besoins sont quasi identiques, ils veulent tout voir. Donc, pourquoi on ne ferait pas un seul projet unique? Et on est en cours, on est en train de le faire aujourd'hui. On a ce qu'on appelle le projet référence. Il contient toutes nos couches, 838 couches de données, est accessible à tous. Donc, en gros, ouverture par défaut, on en revient à quelque chose, une base, quelque chose de très basique, là, un fond gris avec les données. Et ensuite, pour répondre aux besoins, comme par exemple l'aménagement du territoire, de voir toutes leurs couches de données, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dédoublé dans GMAP les couches d'informations nécessaires. Tout ce qui doit être visible par l'aménagement du territoire, du moment où il le coche, tout est visible dans l'arborescence. Ce qui fait que, par exemple, le périmètre urbain, ici, quelqu'un qui travaille au greffe n'ira pas chercher forcément dans l'aménagement du territoire, périmètre urbain. Il va aller le chercher ailleurs. On l'a dédoublé. On l'a nommé différemment. Là, on y a ajouté un point. Puis, cette couche-là se retrouve à 2 endroits différents. Selon la personne qui la cherche, va pouvoir la retrouver. De la même manière, on avait des problèmes avec les données qu'on appelait protégées. Ça veut dire que c'était une personne ou plusieurs, mais l'accès était restreint à certaines personnes en visualisation. On enlève tout ça. La volonté de la part de la direction, c'est de voir toute l'information disponible et que tout le monde ait accès à tout. Par contre, on garde bien évidemment des accès réservés pour les personnes, pour les couches éditables, qui sont capables d'éditer, de modifier les données. Là, on reste dans des utilisateurs nommés. Donc là, comme je disais, des données visibles par tous. Également, on le subit depuis la pandémie. Je sais pas si, j'espère que c'est pas la même chose chez vous. On a une baisse de la qualité des données. Là, le fait d'avoir été chez nous pendant quelques mois fait que certaines personnes ont comme oublié de nous prévenir quand il y avait des mises à jour ou quand il y avait des changements. Ce qui fait qu'on a pas mal de données qui méritent des mises à jour, et on dirait qu'aujourd'hui, plus personne n'a le temps de nous écouter ou de le faire. Donc, on a des données disponibles dans le GMAP, mais qui en fait sont so-so. On s'entend qu'on n'est pas sûr d'elles. Donc, comment est-ce qu'on est capable de l'indiquer? Tantôt, on voyait les métadonnées, ce qui est un outil, sauf qu'on se rend compte que les gens n'ouvrent pas forcément à chaque fois la fiche de métadonnées. Donc, il a fallu qu'on trouve en interne une façon de l'indiquer. Également, je le disais au tout début, la dénomination des couches était un problème. Donc, 3e étape, faire le ménage et adopter un barème pour la qualité des données. Donc, en premier, un ménage, on le voit ici, ça c'est actuellement, on tape dans l'outil de recherche en haut pour trouver nos couches bâtiments, mais pas d'accent circonflexe, on en trouve. On met un accent circonflexe, on en trouve d'autres.
c'est pas acceptable. Dans notre version 2.0, là, nous, ce qu'on veut, c'est on tape bâtiment d'une manière et tous nos bâtiments sortent. Donc, il faut qu'on règle pour nos, on n'oublie pas, hein, 836 couches. Ça commence à en faire. Surtout, il y en a, on a utilisé peut-être pas le mot bâtiment, mais bâtisse ou immeuble. On est en train de passer là-dessus pour tenter d'uniformiser le nombre de nos couches. Également, je vous parlais d'adopter un espèce de code pour indiquer aux gens s'ils peuvent se fier ou non à la donnée. On a trouvé celui-ci, hein, on y est allé avec quelque chose de simple, des plus, des moins, qui fait que visuellement, les gens, quand ils le cochent, ils sont capables de faire la part des choses puis de se dire, je devrais peut-être aller creuser un peu plus peut-être dans la fiche de métadonnées pour savoir pourquoi j'en suis à moins. Hein. C'est aussi pour faire prendre conscience aux responsables de la donnée que peut-être qu'il faudrait qu'ils fassent un petit effort pour nous fournir la mise à jour ou tout simplement supprimer la donnée parce qu'elle n'a plus lieu d'être. Donc, rapidement, on a mis en place un critère basé sur la qualité, la fréquence de mise à jour et la source pour indiquer aux usagers la qualité de la donnée. Également, on a à vivre avec des problèmes que je qualifierais plus d'humains, qui sont, comme tout le monde, le roulement de personnel. Ça veut dire que de notre côté, on a de plus en plus de formations à donner régulièrement. On a des connaissances des données qui sont de moins en moins grandes. Les personnes sont nouvelles, les plus anciens quittent. Et également, ça signifie que le maintien à jour de la donnée est de plus en plus difficile. Donc là, il n'y a pas vraiment le choix, c'est de conscientiser nos usagers, de les responsabiliser, puis de tenter peut-être d'avoir des formations de GMAP peut-être internes au service, ce qui ne se fait pas aujourd'hui à Shawinigan ou peu. Également, on se rend compte régulièrement, c'est toujours dernière minute, hein, je suppose que vous vivez la même chose, il y a une surutilisation des contextes. Par défaut, nos usagers se lancent dans des projets qui se disent le contexte va répondre à tout, je vais faire des belles annotations, des beaux polygones, puis le jour où je suis prête, j'appelle la géomatique, puis je leur dis, vous me récupérez tout ça. On va se le dire, entre usagers, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. On vit des fois avec des enregistrements qui sont instables, voire perte d'informations, parce que les gens, même, ils ont fermé le GMAP, ils n'ont pas enregistré, ils ont perdu ce qu'ils ont fait. Puis, une gestion difficile, quand la personne quitte ou qu'elle change de poste, ben là, le contexte est associé à son nom à elle. C'est pas évident pour nous à gérer. Donc, on essaye, là encore, de former les gens à appelez-nous avant. On va monter ensemble des couches éditables, ça va être plus simple pour tout le monde. Dernier problème, plus organisationnel, partage de l'information à l'externe. J'en parlais tantôt, c'est assez peu développé. Beaucoup de nos arpenteurs, ça fonctionne bien. Les consultants, c'est bon aussi. Sauf que dernièrement, mesure d'urgence, super, ça marche vraiment à l'interne. Externe, qu'est-ce qu'on fait? La SQ, les ambulances, on s'est aperçu qu'en étant intégré à ce comité-là, il y avait des besoins qu'on pourrait nous répondre grâce à des projets, surtout avec la technologie NG, qui est aussi beaucoup plus facile à utiliser qu'un projet web, tuilé, ainsi de suite. C'était pas évident. Hein. Puis accessible, évidemment, via un mot de passe disponible pour nos partenaires. Également, besoin de statistiques croissants, plan de gestion des actifs qui nous demande de plus en plus de données, des analyses de plus en plus, et puis tant mieux, hein, c'est la logique là pour améliorer, bonifier les parcours de déneigement, de nivelage, ainsi de suite. Donc là, au lieu de passer par la géomatique, on l'a vu au dernier rendez-vous à Géomatique à Trois-Rivières, on a vu l'extension dashboard que nous a présenté Jean-Robert. Pourquoi pas? On en est peut-être rendu là à Shawinigan dans notre version 2.0. Puis, toujours pour terminer, on a aussi des enjeux, histoire qu'on s'ennuie pas dans les prochaines années non plus. Là. Déployer notre nouveau projet unique. On espère être capable de le faire début d'année 2025 avec tous les changements pour tout le monde que ça implique. C'est pas évident. Continuer à sensibiliser à l'importance de mettre à jour la donnée. Je pense que c'est un travail sans fin. Puis, encourager la haute direction à utiliser GMAP de plus en plus. Ils connaissent le mot, mais ne l'utilisent pas malheureusement. Donc, on espère de plus en plus qu'ils vont s'en aller vers ça. Donc, merci à tous et à tous de m'avoir écouté. Rendez-vous dans 20 ans, j'espère.
Puis, j'espère vous avoir appris quelques petites choses et que c'était intéressant. Merci. Merci beaucoup, Sandrine. C'était super intéressant. Je pense que ça peut apporter des belles discussions à plusieurs. Maintenant, on va passer à la période de questions-réponses. Je ne sais pas aussi si vous avez des solutions à proposer ou peu importe, une façon que vous travaillez, que vous voulez nous partager. Alors, je vais vous donner quelques minutes pour écrire. Puis oui, vous allez recevoir la présentation par courriel demain. Dans le fond, elle va être téléchargée et vous allez la recevoir. Est-ce que nous avons des questions? Alors, comment se passe le projet unique avec autant de couches? Est-ce que c'est un projet qui est lourd? Pas vraiment. La plus grosse difficulté pour nous, au final, c'est la superposition des couches, être capable de les mettre dans le bon ordre, qu'elles s'affichent et que les couches ne se cachent pas les unes avec les autres. C'est ça qui est le plus compliqué pour nous. Après la lourdeur, non, c'est ce qu'on trouve être la beauté de Gmap, c'est que quel que soit le nombre de couches qu'on peut mettre, au moins dans le pro, ça fonctionne super bien, là. Super, merci. Sinon, on veut savoir un peu plus sur l'extension Signal X, excusez-moi, puis comment vous l'utilisez. Oui, nous, Signalex, c'est vraiment pour tout ce qui est la gestion des panneaux de signalisation. Donc, du moment où la décision, ou au moins d'implanter un nouveau panneau est donnée, où est-ce qu'on le met? Donc, la position du panneau, du moment où également il est réglementé, il passe au conseil municipal, et également toute la gestion de l'implantation du panneau. C'est bien gentil de dire qu'on va mettre un panneau, mais ensuite, un bon de travail est créé pour le donner au col bleu, au personnel qui est habilité à l'installer. Puis ensuite, du moment où il est installé, on le valide, qui fait il est réglementé. C'est toute cette gestion-là. Les panneaux saisonniers également, les bollards pour les pistes cyclables, là encore, c'est des bons de travail qui reviennent de manière saisonnière sans qu'on se pose la question. C'est toutes ces gestions-là avec également la signalisation, l'image du panneau. On va jusqu'à mettre le panneau avec sa réglementation de stationnement de nuit, par exemple, entre quelle heure et quelle heure c'est disponible, c'est possible de se stationner. Donc ça aide beaucoup les agentes aux citoyens qui sont à l'accueil, qui répondent aux citoyens avec de l'information supplémentaire. Ça va jusque-là. Super, merci. On se demande c'est quoi dashboard? Ben, je pense que je peux répondre un peu, là. Dans le fond, au rendez-vous géomatique, dans le fond, cette année, Jean-Robert, notre euh, vice-président technologie, vous a partagé, dans le fond, sur notre gestion des actifs municipaux qui va être sur un tableau de bord. C'est un projet en cours et nous allons avoir une présentation sous peu pour pouvoir vous expliquer un peu plus ce nouveau projet. Et sinon, si vous aviez à débuter la géomatique à partir de rien, quelles seraient vos premières étapes afin de bien monter la géomatique? C'est tout. Mon Dieu, c'est loin, c'est loin de ça. Euh, Aujourd'hui, si on avait à remonter toutes nos bases de données, ainsi de suite, je pense que c'est pas du tout pour faire du pouce sur GMAP, mais GMAP vous avez monté, je pense, un modèle de données, Frédéric, tu ne me détrompes pas, parce que ça, nous, on n'a pas intégré ça, mais un modèle qui est comme déjà préfait avec autant la nomination des couches, des attributs, donc d'avoir de quoi déjà pré préfet, je pense que ça pourrait aider parce que sinon, on se perd dans tout ce qu'il y a à faire. Puis, je parlais de données de référence. On ne se cache pas qu'on part toujours du cadastre, matrice graphique, réseau routier. C'est toujours le nerf de la guerre au final. Ensuite,
830 couches d'informations, oui, mais on a les tortues des bois, on a tout et rien là qui servent à 8 personnes, mais qui sont utiles. Donc, au final, toujours ne jamais oublier la référence, la base. Puis, des outils existent désormais pour ne pas se poser trop de questions sur comment modéliser sa donnée pour qu'elle soit propre, puis qu'après 20 ans, elle serve encore à quelque chose et qu'on s'y perde pas trop, hein. Mm. Merci. Alors, excellente présentation, merci. Comment se passe l'intégration entre GMAP et ArcGIS Enterprise? Facile. En fait, ArcGIS Enterprise est une grosse base de données comme toutes les autres. Donc, l'intégration se fait via une source de données ArcGIS Enterprise, puis juste d'aller chercher la donnée source. La seule problématique peut-être que nous, on voit, c'est vraiment le lien avec les attributs externes. Comme je le mentionnais tantôt, les liens, en tout cas pour nous. Alors, il y a peut-être de quoi que GMAP va nous expliquer en raccrochant, mais en fait, on est incapable de faire le lien entre Enterprise puis des données externes qui proviennent d'autres bases de données. Mais sinon, c'est parfait là, en termes de mise à jour, puis on n'a rien à dire là-dessus. C'est très simple, aussi simple que si c'était un shapefile. Merci. Ensuite, j'assume que vous utilisez GMAP Survey pour les gens sur le terrain. Assez peu. On le voyait là, on a vu également une présentation de Bécancour il y a quelques semaines, moi, puis ah, bon, on voudrait en aller comme ils sont. Non, pas tant. Survey, on l'a également effectivement pour des inventaires, souvent des nouveaux inventaires. On va aller collecter des données qu'on n'a pas encore. Donc ça fonctionne bien. Euh, Par contre, sur le terrain, malheureusement, on n'en est pas rendu. Notre clientèle, nos usagers ne sont pas rendus à faire de la mise à jour, par exemple, de données directement sur le terrain. On est encore pas mal à, j'ai un petit papier où j'envoie un petit message à l'agent administratif, puis c'est elle, la super user GMAP qui met tout à jour. Puis c'est la façon dont on fonctionne encore à Shawinigan aujourd'hui. Merci. Comment a été l'intégration avec Guide TI? Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place? Là encore, Guide TI, au final, c'est une base de données. Donc, c'est juste d'aller chercher la base de données Guide TI. Le souci avec Guide TI, souvent, c'est que les données sont dans sont dans plusieurs tables. Donc, il faut juste comprendre comment aller récupérer la valeur qui est inscrite dans la fiche technique. Là, c'est d'où les requêtes SQL, puis des choses un peu plus complexes pour aller chercher la donnée attributaire. Mais du moment où on l'a compris, ça fonctionne super bien, il n'y a pas de problème. Puis, je parlais de mise à jour quotidienne parce qu'on rafraîchit la couche de Gitee, les couches en lien avec Gitee, on les rafraîchit chaque jour pour avoir la donnée la plus à jour possible. Mais ça se fait très bien. C'est ça, où aller chercher la donnée qui est un petit peu plus compliqué pour nous, hein. Mhm. Puis, quelles sont les différentes cartes qui seront disponibles en ligne? Est-ce que ce seront les mêmes qu'actuellement? Est-ce qu'il y aura des nouvelles, des retirées? OK. Non, pas forcément de nouvelles cartes. Les cartes GMAP pour la ville sont la carte générale, qu'on appelle la carte interactive, qui contient beaucoup de couches de données. C'est elle la GMAP. L'idée pour 2025, c'est qu'elle migre en NG également, parce que tuilage, c'est une technologie plus ancienne. Donc, on va profiter d'avoir une technologie plus récente pour le faire. Puis, nous, l'option GMAP, c'est toutes les couches, les gens sont autonomes, ils cochent ce qu'ils veulent. Mais on s'entend entre nous qu'un citoyen qui est peu à l'aise avec les cartes, c'est pas forcément peut-être l'outil le plus évident pour lui. Donc, à part, on a des cartes Esri, RGS Online pour des informations très basiques. C'est quoi la distance de la borne fontaine la plus proche de chez moi, ben, on a une carte spécialement pour ça. Mais GMAP reste extrêmement utilisé par les citoyens pour aller chercher plusieurs données en même temps. Pas de nouvelles cartes de prévues, si c'était la question. Merci. Dans le fond, là, après ça, on va arrêter on va répondre à ceux-là, mais on ne répondra pas à les autres questions. Mais vous allez pouvoir continuer à nous communiquer là, après. N'hésitez pas, si vous avez des questions à rentrer en communication avec nous, ça va nous faire plaisir. Est-ce possible de mettre des couches de couleurs translucides de manière à pouvoir voir au travers,
telles que la couleur des zones agricoles ou les zones PIA. Oui, oui, la transparence, effectivement, est possible. Sauf que souvent, malheureusement, la transparence, la complexité, c'est si on commence à en mettre plusieurs. En transparence, ça devient extrêmement complexe de savoir laquelle est visible. Donc, on en a assez peu en transparence. Au final, on préfère quasiment cacher la donnée ou tenter de la mettre d'une manière qu'elle soit toujours en dessous. Mais la transparence, c'est pas ce qu'on utilise le plus. Ou alors, on va y aller avec un motif. À ce moment-là, on va y aller plutôt dans le choix de hachure, point. Ce qui, je vous le cache pas, c'est un peu lourd visuellement, mais la visibilité, on pense, en est améliorée quand même. Super, merci. Là, on va parler de l'extension tracking pour le déneigement. Grosso modo, comment gérez-vous votre déneigement à la ville de Shawinigan? Est-ce qu'on a quelques minutes? Non, c'est pas. C'est assez, comme je disais tantôt, on a depuis plus de 10 ans, on gère tout ce qui est municipal. On installait nos propres GPS dans les camions, puis c'était suivi en temps réel. Le principal, ce qu'on veut à Shawinigan, c'est suivre en temps réel nos camions. On a malheureusement assez peu d'analyse ou de retour sur est-ce que mes parcours sont efficaces en allant chercher l'historique du tracking, par exemple. Ça, c'est pas ce qu'on utilise le plus. Ce qui est très utilisé en termes d'historique, c'est en cas d'accident, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un va déposer une plainte à la ville pour mauvais déneigement. Ben, là, le tracking est très utile parce qu'on est capable de savoir qui est passé à quelle heure. Donc ça, c'est très, très utile. Puis dernièrement, de plus en plus à contrat. On donne des contrats de déneigement. Donc là, depuis peu, les contracteurs sont obligés de s'équiper de GPS auprès de la firme, auprès d'une firme en particulier, qui fait que eux autres nous envoient toute l'information en lien avec le GPS associé à l'équipement roulant, qui fait qu'on est capable, nous, de récupérer dans Gmap directement l'information. Puis on a toute une collection de petits logos, tous plus cute les uns que les autres, de petits camions là, qui bougent sur la carte. Super, merci. Superbe présentation, merci. La BD, dans le fond, ArcGIS Enterprise, en production, est directement liée à GMAP comme source de données ou on le fait via FME? Non, la BD est directement liée à Gmap. C'est bon. Puis, pour alimenter des interventions d'accessibilité territoire dans les couches dans GMAP, vous les faites comment? OK, c'est FME qui va chercher toutes les natures de requêtes qui peuvent être entrées dans Access Territoire. Puis on a des thématiques en particulier. Ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est tout ce qui est bâtiments dangereux, vacants, incendiés. On va aller chercher ces natures de requêtes-là en particulier, sachant que dans un monde idéal, il y aurait une requête, une belle nature pour tous, mais c'est pas ça. Là, on en a 5 pour la même intervention. Donc, on va chercher tout ça avec FME. Puis, grâce aux matricules, en fait, le plus souvent associées à la requête, ben, on va calculer la position, le centroïde du terrain. Puis, on va y associer sa requête, la couleur, grâce à Gmap, la thématique. On va aller chercher la description également, puis le numéro de requête pour avoir plus d'informations à ce niveau-là. Mais c'est vraiment FME, là derrière, qui crunch tout ça, puis qui envoie les résultats dans la base de données Esri d'ailleurs, plugger directement dessus pour ne conserver que les requêtes qui nous intéressent, celles qui sont en cours, celles qui ont les critères qui ont été déterminés par le service en question. J'espère que je réponds à la question. Merci. Utilisez-vous les API disponibles? API, c'est un mot qu'on commence à découvrir grâce à nos développeurs fraîchement arrivés à la ville. On se le cachera pas, à Shawinigan, c'est assez récent qu'on a des développeurs qui ont été intégrés au service des TI. Donc, on n'en est pas encore là, on espère. On espère qu'ils vont nous apporter beaucoup de nouveautés, mais contrairement à d'autres municipalités, on a très peu de développement ou autres en lien avec Gmap, malheureusement. Puis, est-ce déjà connu de tracker les contrats de collecte d'ordures, recyclage et compost? Est-ce que vous le faites, vous, à la ville de Oui, Shawinigan? oui, elle a effectivement un tracking. Je parlais du déneigement, mais on traque également les collectes, on traque les autobus. Je pense, c'est pas elle, les camions incendies également, parce que là encore, pour des questions d'assurance, on traque